décor de théâtre. D'ailleurs, ce sera assez gênant pour les acteurs parce qu'ils ne seront pas censés être acteurs, alors je vois déjà qu'ils ont des lampes dessus. Donc on va commencer par un oxymore, puisqu'en fait les choix qui ont été prévus par les extraits ou les explications concernent avant tout des œuvres qui ne sont pas théâtrales. Alors c'est toujours drôle de se mettre dans un cadre théâtral pour faire ça, mais l'avantage, je pense que les intervenants le diront par la suite eux-mêmes, ça donne essentiellement plus de liberté, tout en conservant le texte camusien, alors peut-être pas forcément dans l'ordre, ils l'expliqueront eux-mêmes. Alors l'idée c'est qu'on va faire une conférence à 6. Alors voilà. Vous n'étiez pas prévu. Prévenu. Alors, l'idée en gros, c'est qu'en fait, on va essayer de faire ça de façon dodécaphonique. Donc je ne ferai pas l'aspect mélodique, chacun fera sa corde, et on espère qu'on s'accordera. Alors il y aura, les acteurs se présenteront eux-mêmes, mais en gros, vous avez vu la présentation, donc on parlera aussi bien du premier homme, de la chute, de l'étranger et l'être un ami allemand. Donc moi je les ai surnommés comme ça pour que je me repère. Voilà, donc alors vous avez donc les lettres un ami allemand là-bas, voilà, ici l'étranger, ici la chute, et là les premiers Roms. Si j'ose dire, voilà, c'est pour pas la mettre de côté. Donc l'idée c'est de parler de Camus en respectant Camus. Donc on va quand même faire au départ les petits yaoulèdes. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est toujours le même problème avec Camus quand on présente Camus. Vous savez, Camus, il est bien après coup. Vous avez remarqué, hein? Donc avant, c'est pas bien. Vous n'oubliez pas ce que je veux dire. Je vais la refaire. Donc avant, en fait, il est juste d'origine alsacienne. Après, il finit par devenir pied noir, et puis quand il réussit, il devient français. Oui. Voilà, donc avec le prix Nobel, ça facilite les choses. Donc il n'y a plus personne qui va dire que c'est simplement quelqu'un d'origine alsacienne, pied noir. Donc tout le monde va dire que c'est un vrai français de souche normale. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, je pense qu'ils le montreront par la suite. Par contre, quand vous lisez son œuvre, vous comprenez mieux Camus et vous comprenez bien l'avant, avant, l'après. Et le positionnement camusien, aussi bien par rapport à l'Algérie, par rapport à l'invasion nazie, par rapport à l'aspect philosophique, donc on parlera un peu de tout ça. On va commencer quand même par un aspect autobiographique. Alors c'est toujours surprenant de commencer par ça parce que c'est une œuvre posthume. Certains d'ailleurs ne connaissaient même pas son existence. Sa fille s'est demandé s'il fallait la publier. Heureusement que sa fille n'était pas son fils, parce que je pense que ça ne serait pas publié. Parce que vous vous rappelez l'histoire du fils avec son positionnement par rapport au Panthéon. Donc, grâce à vous, on va entendre Camus parler de lui-même, en fait. Hein. Mais vous pouvez donc dire vos propres mots, et puis après, j'enchaînerai en adaptant. Donc une précision, hein, donc le premier homme, dernier livre édité d'Albert Camus en 1994. Donc c'est un livre inachevé. Il voulait que ce soit un roman. De fait, c'est resté un stade autobiographique. C'est assez instructif d'ailleurs parce que ça nous renseigne aussi sur sa manière d'écrire. Hein. C'est écrit en longs jets, c'est des longs jets d'écriture, sans ponctuation, Et ça nous est parvenu à un moment, à un stade où Camus n'a pas fait de travail ni de ponctuation, mais il n'a pas reclassé non plus. Hein, donc évidemment, pour le spectacle, nous avons fait une adaptation en privilégiant plusieurs lignes, hein, notamment le lien avec la mère, le lien avec l'instituteur, le lien avec la grand-mère, le lien avec l'Algérie, évidemment. Hein, et finalement, c'est un des rares livres qui nous renseigne beaucoup sur la jeunesse d'Albert Camus. Voilà, on va vous lire deux extraits coup sur coup. On va vous laisser découvrir de quoi il s'agit.
dans la nuit du monde que sa mère ne pouvait imaginer, une nuit plus obscure venait de s'installer. Des ordres mystérieux étaient arrivés. Porté au bled par un gendarme Sion et là, Et il avait fallu quitter la ferme où l'on préparait déjà les vendanges. son mari maintenant était parti dans son beau costume multicolore. Il allait revenir bientôt. Tout le monde le disait. Quelques semaines. Et puis, un dimanche matin, sur le petit palier intérieur de l'unique étage, Entre l'escalier et les deux cabinets sans lumière, trous noirs ménagés à la turque, sans cesse nettoyés au crésil et sans cesse puants, Lucie Cormery et sa mère étaient assises sur deux chaises basses, triant des lentilles, sous la lumière de l'imposte au-dessus de l'escalier. Le bébé, dans une petite corbeille à linge, suçait une carotte pleine de sa bave. quand un monsieur, grave et bien habillé, avait surgi dans l'escalier avec une sorte de pli. Les deux femmes, surprises, avaient posé les assiettes et s'essuyaient les mains. Quand le monsieur, qui s'était arrêté sur l'avant-dernière marche, les avait priés de ne pas bouger, avait demandé « Madame Cormery ». La voilà, avait dit la grand-mère, je suis sa mère. Et le monsieur avait dit qu'il était le maire, qu'il apportait une douloureuse nouvelle, que son mari était mort au champ d'honneur, et que la France, qui le pleurait en même temps qu'elle, était fière de lui. Lucie Cormery ne l'avait pas entendu, mais s'était levée et lui tendait la main avec beaucoup de respect. La grand-mère s'était dressée, la main sur la bouche, et répétait « Mon Dieu » en espagnol. Le monsieur s'était retourné et avait descendu les escaliers d'un pas lourd. « Qu'est-ce qu'il a dit » avait demandé Lucie. « Henri est mort, il était tué. » Lucie regardait le pli qu'elle n'ouvrait pas. Ni elle, ni sa mère ne savaient lire. Elle le retournait sans dire un mot, sans une larme, incapable d'imaginer cette mort si lointaine au fond d'une nuit inconnue. Deuxième extrait. Monsieur Bernard nourrissait en eux la faim de la découverte. Il leur parlait de la guerre, encore toute proche, qu'il avait faite pendant 4 ans, des souffrances des soldats, de leur courage, de leur patience et du bonheur de l'armistice. Il avait pris l'habitude de leur lire de longs extraits des Croix de bois de Dorgelès. Pour Jacques, ces lectures lui ouvraient des portes où la peur et le malheur rôdaient, bien qu'il ne fît jamais de rapprochement avec le père qu'il n'avait pas connu. Il écoutait seulement une histoire que son maître lisait avec tout son cœur et qui lui parlait à nouveau de la neige et de son cher hiver, mais aussi d'hommes singuliers, vêtus de lourdes étoffes raidies par la boue, vivant dans des trous sous un plafond d'obus, de fusées et de balles. Le canari pépia de plus belle. « Attends, petit. » M. Bernard se leva péniblement, fourragea dans un tiroir, le referma, en ouvrit un autre, en tira quelque chose. « Tiens, dit-il, c'est pour toi. » Jacques reçut un livre couvert de papier brun d'épicerie, sans inscription sur la couverture. Avant même de l'ouvrir, il sut que c'était les Croix de bois. L'exemplaire même sur lequel M. Bernard faisait la lecture en classe. Tu as pleuré le dernier jour. Tu te souviens? Depuis ce jour, ce livre t'appartient. Cet homme-là, qui parlait aujourd'hui à son canari, qu'il appelait petit, alors qu'il avait 40 ans, c'était lui qui avait jeté Jacques dans le monde, prenant tout seul la responsabilité de le déraciner pour qu'il aille vers de plus grandes découvertes encore. Alors, donc, 2 extraits. L'un, d'abord, ça a été expliqué, c'est très bien, justement. C'est que dans l'écriture camusienne, la différence entre la vie et l'écriture et ce qui est faux est vraiment limite. C'est-à-dire que même quand il prend des événements vrais, il dit souvent qu'il écrit ça de façon à les rendre vraisemblables.
Et des fois, quand il parle des événements de sa vie, il les change un tout petit peu. Donc ça peut être les prénoms, ça peut être des fois le sexe, le père et la mère, on va le voir avec l'étranger. Et si on connaît bien sa biographie, on peut transposer. Alors il ne faut pas forcément vous dire que c'est nécessaire de connaître la biographie de Camus pour lire Camus. Hein. Donc il ne faut pas exagérer, mais en tout cas ça permet d'éclairer certains points et d'éviter aussi certaines critiques, des critiques, qui sont des abus de langage et de pensée. Parce que comme le texte, le premier homme est apparu bien après, alors je remarque que vous n'avez pas utilisé de mots de pataouette, alors peut-être que vous n'en avez pas dans l'ensemble du spectacle, mais en tout cas dans les extraits que vous avez... Alors c'est un livre où il y a énormément de mots en pataouette qui sont expliqués, évidemment, qui sont traduits, donc c'était le langage des pieds noirs, et à ne pas confondre donc avec le sabir. Et ce pataouette, c'est un des premiers livres, vous l'avez très bien dit, où on va vraiment voir ce langage, alors que dans les autres, par exemple dans l'étranger, ça pourrait être très facile de le transposer, vu le contexte, vu la situation. Or là, il évite. Donc, on est toujours juste à côté de la vie, comme une sorte de parallélisme, mais fausse parallèle, peut-être pas dans un espace classique, qui se touche quand même. Ce qui nous permet, par exemple, ici, vous avez parlé de l'annonce, hein, par rapport à la mort du père. Alors, c'est quelque chose qui va provoquer un choc. Je vais faire une parenthèse pour parler aussi du deuxième extrait où vous parlez du maître, qui sera vraiment fondamental dans la vie de Camus, par la suite. Mais je reviens à ce point au niveau du père. Alors, ça va expliquer énormément le point de vue de l'étranger. Alors, les gens qui lisent l'étranger, bon, j'essaie de faire c'est ma première liaison dangereuse entre ce que vous avez dit et ce qui va être dit. Donc j'essaie quand même de faire un pont, mais bon, apparemment ça risque d'être long, et donc je ferai un duc. Du gars, ne vous inquiétez pas. Donc, quand il va parler, quand quelqu'un lit l'étranger, il est persuadé qu'il parle de la mère. En fait, il ne parle jamais de sa mère. Il parle tout le temps de son père, mais simplement il parle de la mère. Donc c'est simplement qu'il a changé père et mère. Je pense qu'il avait peur, et il l'a un peu dit dans une note, qu'on lui dise que c'est directement sa vie, etc. Bon. Alors le choc qu'il va recevoir Camus, c'est le suivant, il est très simple, le choc. C'est qu'il va découvrir la tombe de son père, et il va regarder les dates, et il va se rendre compte que son père est plus jeune que lui. Donc il le découvre après avoir dépassé l'âge de son père. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça arrive vraiment rarement quoi, de découvrir son père, mais qu'il soit plus jeune. Et cette jeunesse, on la voit par cette allusion, par rapport à la guerre aussi. Donc vous vous rappelez, il est né en 1913, il va mourir en 1960. Les allusions maintenant, donc je fais ce pont par rapport à ce qui va être dit avec l'étranger, pour vous dire que souvent on analyse l'étranger complètement à plat, en disant que c'est un discours simple, des paroles simples, on accuse presque Camus d'être simpliste. Alors vous, la pire des accusations, c'est la suivante, ça se traduit bien. Vous voyez, c'est épouvantable comme expression en fait. Parce qu'en fait, toute la pensée se résume à la langue. Donc si ça se traduit bien, c'est que ça se comprend bien. Et en fait, quand vous mettez ça dans une autre langue et vous posez la question, qu'est-ce qu'ils ont compris les étrangers de l'étranger, qui n'étaient pas étrangers, eh bien ça leur est totalement étranger. Vous voyez? Et donc c'est le même. Alors qu'en fait, on se dit, c'est écrit de façon très claire. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'exégèse. On a simplement le texte. Donc le texte sera mis en avant. Donc je reviens maintenant sur la parenthèse du maître. Alors, il faut imaginer, vous vous rappelez que Camus est très pauvre. C'est une famille vraiment... contrairement à ce qu'on pourrait dire de la plupart des gens, c'est qu'il ne doit rien à ses parents. Et c'est... alors ça peut paraître choquant, mais ça explique le titre de l'œuvre. Hein. C'est pour ça qu'il va dire le premier homme. Il explique que la plupart des gens, c'est le fils ou la fille de quelqu'un. Et en fait, quand ce quelqu'un est mort, ou quand ce quelqu'un a le niveau de sa mère qui ne comprend pas bien, qui est sourde, qui ne peut pas lui enseigner quoi que ce soit, eh bien Camus devient le premier homme. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on parle de quelqu'un. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas ses parents, encore moins ses grands-parents, etc.
Alors après, de temps en temps, on ne connaît pas non plus ces enfants de façon si perceptible. Je pense que Camus, il a oublié de dire, parce que peut-être que c'était trop présomptueux, mais c'est le cas pour nous, c'est que c'était aussi le dernier. Vous voyez? Parce que donc l'espace camusien est complètement différent de tout le reste. Donc, comment expliquer cette singularité? D'un seul coup, il y a Camus qui apparaît. Une explication, ce n'est pas le substrat familial, ce ne sera pas non plus le substrat conjugal, c'est totalement l'espace du maître. Donc c'est le maître qui, comme une sorte de main invisible, va aller prendre ce petit, hein, qui va rester petit tout le temps, qui va même rester tellement petit que Camus va être redevable de ce maître, même quand il va recevoir le prix Nobel, et ça va être une des premières personnes à qui il va s'adresser pour dire merci pour ça. Donc c'est vraiment, vous voyez, dans l'aspect religion, on dit souvent que Jésus disait vous pouvez jeter des graines, mais il faut quand même que ce soit positif, parce que sinon elles ne servent à rien. Eh bien, moi, ce que je comprends de l'instituteur, du maître, c'est qu'il va prendre une graine qui était mal placée, à un endroit qui n'aura rien fait, et il va, là, vous l'avez dit très bien, la déraciner. En fait, heureusement, il fait ça avant qu'elle prenne des racines vraiment, parce que sinon, Camus n'aurait jamais vécu ce qu'il a vécu. Alors, pour conclure cette parenthèse, avant d'arriver à l'étranger, c'est que chez Camus, l'écriture plate, c'est une écriture limpide. C'est totalement différent. Vous voyez? Donc je m'explique. Souvent, par exemple, on évite de dire que Camus est philosophe. C'est normal parce que la plupart des gens, quand ils lisent Camus, ils comprennent. Enfin, en tout cas, ils croient qu'ils comprennent. Alors que quand ils lisent un philosophe, ils savent qu'ils ne comprennent pas. Donc ils ne disent pas forcément pas un philosophe. Si vous lisez par exemple la thèse de Heidegger, vous comprenez tout de suite que vous lisez de la philosophie. Vous voyez, je vois que vous l'avez lu. Donc, quand vous allez passer à Sartre, qui va vous dire que c'est des notes liminaires de l'être et le temps, l'être et le néant, vous avez intérêt à avoir un dictionnaire étymologique à côté, spécialisé en philosophie, pour pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de dire des mots savants pour expliquer des choses simples. Voilà. Et j'espère avoir fait l'aspect camusien, c'est-à-dire qu'en fait Camus est capable d'utiliser des mots très très simples pour expliquer des choses très complexes, qui sont l'homme, le sacrifice, la notion de résistance, la notion de soleil, le rapport à la couleur, le rapport à la vie de ces individus. Vous imaginez quand même, les pieds noirs en fait sont sur une bande. D'un côté, il y a l'océan du désert, de l'autre côté, il y a l'océan de la mer. Puis il y a une bande où les gens vivent. Donc des fois, on se dit, on vit sur l'écorce de la terre. Les pieds noirs, c'est même pas une grosse écorce, hein, c'est vraiment un tout petit truc. Et justement, dans ce tout petit truc, l'aspect du soleil va être très important. Donc on va le voir maintenant avec votre vision de l'étranger. À vous de jouer. Non, je profite pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur l'approche facile du texte de Camus qui permet de comprendre. Moi, j'ai lu L'étranger, comme je pense beaucoup, à 16 ans, 16-17 ans pour la première fois, et ça a vraiment été, je crois, le point de départ du spectacle que je monte aujourd'hui à 30 ans. J'ai monté il y a quelques années, j'ai pas 38 ans aujourd'hui. Donc, c'est un texte qui, à l'époque, m'avait vraiment percuté. Donc, je crois que c'était vraiment un choc par justement la force des phrases courtes, évidentes, efficaces, claires, nettes, limpides, comme vous le dites. C'est vraiment qui viennent toucher en moi quelque chose que je comprenais, qui m'interrogeait profondément, à savoir qu'est-ce que c'est que notre relation à une société, au code, à des manières, à des règles, à des règles de vie. Qu'est-ce que c'est que de voir pleurer à l'enterrement de sa mère, et quand on ne le fait pas, quel est le problème, pourquoi, voilà, tout plein d'interrogations finalement hyper philosophiques, évidemment, qui sont des profondément philosophiques, vraiment sur
qu'est-ce que finalement notre vie à tous en société et notre vie en collectivité. Donc ça a été vraiment un texte que j'ai relu après régulièrement, et à différents moments de la vie, forcément on en perçoit, on comprend et on est touché par énormément d'autres choses jusqu'au moment où je décide de le monter, de le mettre en scène pour justement partager ce choc, cette passion et du texte et de ce qu'il porte avec le public sur scène. Avec deux approches importantes, celle que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre théâtrale, L'étranger, c'est un roman et assumé comme tel, et donc quand on décide d'en faire un objet théâtral, il faut le travailler comme tel. Et donc la première étape, ça a été de travailler une adaptation qui intègre la théâtralisation du texte. Et ça, c'est passé par un redécoupage du roman. Le roman, je vous le rappelle, il est clairement en deux parties. La première partie qui démarre à la mort de la mère et qui termine quand il tue l'arabe. Et la deuxième partie, c'est le procès, son procès. Et donc moi j'ai démarré le spectacle, j'en ai voulu faire quelque chose une dramaturgie qui se prête à la scène, et c'est de commencer par la fin, entre guillemets, c'est-à-dire commencer avec Meursault qui est en cellule, qui est dans sa cellule. On commence par une espèce d'introduction flash comme ça, qui est les coups de feu et le moment où il tue l'arabe, et rapidement on est donc dans la cellule et il va raconter son affaire. Et donc on commence par la fin, juste avant son verdict, et il commence à raconter toute son affaire, en gardant 100% du texte de Camus, c'est-à-dire que rien n'est réécrit. Il y a quelques temps qui sont forcément les accords des verbes sont parfois un peu modifiés pour des raisons de narration, mais c'est le texte de Camus, mais avec une autre narration qui permet de rythmer entre flashback et retour au présent à la scène. Ça permet d'avoir une dramaturgie, donc un rythme théâtral, mais ça permet aussi pour moi, évidemment, de ne pas garder tout le texte, on garde une bonne moitié, et de rentrer dans ce qui m'intéressait de défendre. Et le personnage de Meursault, dans le roman, il évolue. C'est-à-dire qu'on a ce Meursault qui subit le monde, on va dire, qui observe le monde, qui regarde le monde, qui vit le monde comme, on va dire, au fil de l'eau. Et sur une des dernières scènes très fortes dans le roman, la scène avec l'aumônier en cellule, où il explose et finalement il dit, il prend conscience de l'absurdité du monde et de la philosophie de Camus qui est posée là, finalement, dans cette scène-là. Et moi j'ai commencé par ça, c'est-à-dire que mon étranger à moi, il démarre, il vit le spectacle, il vit à partir de la scène de l'aumônier. Je ne joue pas la scène de l'aumônier sur scène, elle est déjà jouée dans ma tête, et il raconte son affaire déjà chargé de cette émotion-là, c'est-à-dire, c'est pas un étranger comme on peut la voir, même si dans le texte on l'a indifférent, comme souvent on peut le dire, une personne étranger au monde, indifférent à tout. C'est un personnage qui a son mode à lui de rapport au monde, de connaissance, de sensibilité au monde. C'est un être hypersensible. Moi, je l'ai qualifié comme, au contraire, d'hypersensible. Il est sensible beaucoup plus que nous tous à la nature, au sens. Tous ses sens sont en éveil. Il voit, il sent, il goûte, il sent aussi par la peau. Toutes les émotions, c'est magnifiquement écrit, c'est-à-dire toutes les pages de Camus au moment de l'enterrement de sa mère, mais aussi au tribunal et aussi sur la plage. Le souffle du vent, le bruit de la mer, le bruit du sable, le reflet sur le sable. C'est écrit en 3 phrases et on a toute l'image qui est évoquée. Et ça montre une hypersensibilité, mais là où il n'est pas, on va dire, en adéquation avec notre mode de pensée à nous, c'est que, comme il le dit lui, mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments.
Et c'est-à-dire que la chaleur, la faim, la fatigue, ça va déranger son sentiment amoureux, son sentiment de chagrin. Il n'est pas capable de pleurer le jour d'enterrement de la mère parce qu'il fait chaud, parce qu'il est bouleversé par la chair blanche des racines qui se mêlent à la terre sur la bière de la tombe de la mère, parce qu'il est les géraniums rouges sur les tombes du cimetière. Tout ça, ça le perturbe, le soleil qui tape. Donc il y a une hypersensibilité qui vient anéantir ce qui pour nous est le commun, serait le rapport commun à la vie, c'est-à-dire quand la mère elle meurt, il faut pleurer parce qu'on est triste. Et du coup il est condamné évidemment sur la deuxième partie du procès qui est une machine, alors moi je l'ai en plus évidemment resserré autour de cette machine implacable qui va juger Meursault davantage sur cet aspect-là de sa personne, c'est-à-dire comme dit le procureur, un monstre moral, c'est-à-dire quelqu'un qui, le lendemain de la mort de sa mère, va coucher avec Marie, va commencer une liaison irrégulière, va aller voir un film de Fernandel, le lendemain de la mort de sa mère, il va voir un film comique, et il ne va pas pleurer le jour de l'enterrement, il n'a pas voulu voir sa mère, il n'a pas voulu qu'on lui ouvre la bière parce qu'elle était déjà fermée, il lui a dit non, il lui a demandé pourquoi. Je ne sais pas, voilà. Il ne sait pas. Voilà. Et donc il va être accusé de tout ça, bien plus que finalement, ça devient presque anecdotique. Le fait d'avoir tué l'arabe et de l'avoir tué en plus pas avec un seul coup de feu, il a tiré une fois, et après un certain temps, il tire encore 4 autres coups. C'est un geste, voilà, un vrai geste, c'est pas un accident, c'est un vrai geste. Donc on aurait très bien pu mener l'accusation là-dessus, et c'est ça qui est très très puissant dans le texte. C'est comment tout d'un coup, ce qui est jugé, c'est un comportement amoral, immoral, c'est un comportement qui n'est pas un comportement humain, puisqu'on le qualifie de monstre, mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est ça que moi qui m'a toujours énormément touché en permanence, et que j'essaye de porter sur scène, c'est ce Meursault-là, qui est un Meursault finalement qui était prêt mais qui ne se défend jamais, qui ne cherche jamais à se défendre. Il accepte tout comme ça vient, parce que de toute manière, il a compris que il n'y a rien à faire, le monde va comme ça, et ça se terminera mal. Ce qui m'a aussi intéressé par rapport à ce que vous venez de dire sur sa mère ou sur le rapport aux hommes et aux c'est que j'ai beaucoup travaillé ça aussi dans des moins de petits détails, c'était sa relation aux hommes, de Meursault, la relation aux hommes. C'est-à-dire que dans L'étranger, il perd sa mère, il a Marie, c'est les personnages féminins, et puis tout le reste, on n'a que des personnages masculins, ses amis, le procureur, le président, son avocat, le juge d'instruction, tous les rapports à la loi sont tous des hommes. Le prêtre qui l'appelle mon fils. Alors, quand il dit mon fils, alors je l'ai suivi. Il y a des choses comme ça qui m'intéressaient à travailler, c'est-à-dire ce personnage-là aussi, la règle, elle vient par les hommes, elle vient par ces personnages masculins, et aussi Raymond, le fameux Raymond qui est son ami. C'est Raymond qui a décidé que Meursault était son ami. Voilà, en essayant de le défendre, finalement tout le monde le coule plus ou moins parce que tout le monde dit ce qu'il est en réalité. Donc voilà, moi, Meursault, ce qui me touche chaque fois, c'est cette, pour moi, profonde humanité, parce qu'il y a une hypersensibilité, évidemment un peu à côté de nos règles morales, on va dire, et pour le coup, philosophiquement, hyper intéressant. Voilà, donc maintenant... Si, voilà, changer, c'est pas facile d'en parler comme ça, mais... non, je peux faire plus simple, je vais faire la partie compliquée, comme ça ils se diront bien ce qu'il disait. Donc, le codage, maintenant, sur le plan philosophique. Donc, vous voyez, en fait, il y a un problème entre immoral et amoral. Souvent, les gens, quand ils veulent avoir une approche philosophique, ils disent, par exemple, qu'il y a le ça, il y a le moi et le surmoi.
Donc les gens comprennent bien quand on parle du moi et de surmoi, parce que c'est celui qui contrôle le moi. Ils sont dérangés quand on leur parle de leur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc tant que c'est le moi, ils aiment bien en parler, mais quand c'est le ça. Alors le problème, c'est que Camus a essayé de décaler ça. Donc normalement, en fait, dans l'espace camusien, ça serait une sorte de surmoi, donc l'auteur qui parlerait de sa propre personne, comme il le fait par exemple dans le premier homme. Chez l'étranger, il l'a décalé. Donc c'est le moi qui parle de son ça. Alors on a l'impression que le ça est totalement inhumain. Et la différence camusienne, c'est qu'on voit bien déjà le positionnement entre la différence entre la société et les hommes. Fondamental. Donc, quelqu'un qui est hypersensible, finalement trop humain, comme dirait Nietzsche, paraît inhumain. Alors que quelqu'un qui est assez peu humain, mais très social, paraît très humain. Vous voyez? Et donc le codage, vous l'avez très bien dit, au niveau de la morale, donc on va avoir aussi notre thème de ce type par-delà la morale, c'est que quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui suit les règles. Et le problème, c'est camusien, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui suit les valeurs, et pas les règles. Donc, il va être sensible aux valeurs, il va être sensible, vous l'avez très bien dit pour la sensibilité, vous n'avez pas dit le mot sensuel, qui est important chez Camus, en fait, on va le retrouver dans l'espace féminin, hein, qui est quand même bien plus multiple que monomaniaque. Cette sensualité se transforme aussi en sensibilité quand il s'agit d'objets. Mais vous savez, quand les gens disent, par exemple, dans un poème que le vent s'engouffrait dans les arbres comme une main dans une chevelure, eh bien, des fois, c'est le contraire. C'est qu'il y en a qui sont capables de voir la main dans la chevelure comme, justement, le vent. Vous voyez? Donc, cette transposition va établir une sorte d'isomorphisme. Et si vous êtes sensible à ça, eh bien, la personne qui n'est pas sensible à ça ne va pas comprendre quel est son problème avec le soleil et les racines blanches, alors que l'autre, c'est quand même bien plus important, puisqu'il est mort. Et ce nivellement, de dire, ça c'est important, donc il faut pleurer, et là vous allez vous rendre compte aussi avec Camus, c'est quelque chose qui est très bien non dit, c'est que les règles sociales, pour savoir si elles fonctionnent, c'est très simple. Les règles sociales, c'est ce que vous suivez, et quand vous les suivez, personne ne vous dit rien. Si vous ne les suivez pas, on vous le dit. Vous voyez? Alors en fait, les valeurs, les véritables valeurs morales au sens de l'axiologie, donc la partie de la philosophie qui concerne les valeurs, ce sont les règles que vous ne suivez pas. Vous voyez? Et on ne vous dit rien. Et si vous les suivez, on vous dit et on vous accuse. Vous voyez? C'est complètement différent. Donc, est-ce que c'est bien en bas d'une lettre de mettre sa signature? Oui, c'est bien. Si vous la mettez, personne ne vous dit rien. Si vous ne mettez pas de signature, on se dit c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui. Donc ce genre de type de règle, eh bien, ça va être complètement figé dans l'espace judiciaire où tout est réglé. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'espace judiciaire va envahir l'espace humain en l'écrasant par une société. Je suis en train de faire le pont avec les lettres à un ami allemand. Et là, vous allez vous poser la question suivante. C'est très bien de suivre les règles d'une société, si on veut être tranquille. Si cette société est autoritaire, si cette société est une dictature, si on suit les règles, on est encore tranquille. Après, en fait, vous allez avoir un autre petit problème, c'est jusqu'à où vous pouvez être tranquille. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a les règles, après, il y a des compromis, et puis après, il y a la collaboration, et puis après, il y a le crime. Et si on demande à la personne, mais à quel moment vous avez senti que vous avez fait ça? Il se dit, non, pas moi. Moi, j'aidais des gens à monter dans un wagon, c'est tout. Les autres fermaient les portes de wagon. Puis il y a d'autres qui les aidaient à descendre, quoi. Et puis il y en a d'autres qui les amenaient pour se réchauffer à un endroit, vous voyez. Et si vous le découpez comme ça, c'est tellement découpé qu'à la fin, personne n'est fautif. Donc c'est exactement le contraire du théâtre. Le théâtre, quand on dit, alors évidemment, c'est plus compliqué quand ils sont seuls,
Mais quand il y a une troupe, eh bien, il n'y a aucune personne de la troupe qui joue le théâtre, c'est l'ensemble. Donc personne ne joue, et pourtant l'œuvre se fait. Ça marche pareil avec les cris. On arrive tellement à découper qu'il n'y a plus de sentiment de culpabilité parce que c'est juste un geste. Et on n'arrive pas à différencier le geste de l'acte. Ce qui va nous choquer, par exemple, c'est pas qu'il tire une fois, c'est qu'il retire. Et encore une fois, et encore une fois. C'est ce que j'ai pas le procureur. Mais en fait, on sait très bien que ça, c'est Camus qui l'a rajouté. Il aurait pu mettre une seule balle. S'il avait mis une seule balle, ça nous aurait dérangé. On a dit, mais c'était peut-être pas exprès. Alors qu'en fait, il veut montrer que c'est un acte voulu. Mais après, quand on va dire l'explication, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au soleil. On se dit, mais ça n'a rien à voir. Et là, vous savez, le problème du raisonnement par l'absurde, on va le voir évidemment dans le malentendu et Caligula, mais je reste quand même sur ce pont, je ne l'y fais pas encore, pour amener, si vous voulez, à ce positionnement qui va être naturel chez Camus, et pas tellement naturel dans l'homme social, parce que finalement, on se demande maintenant si l'homme est un homme, si l'homme est un loup, si l'homme est social, s'il n'est pas dangereux quand il est social. Et après, on pourrait se demander la chose suivante, c'est qui commet les crimes contre l'humanité? Eh bien, c'est les sociétés. Vous voyez? C'est pas possible de commettre un crime contre l'humanité, un génocide, parce qu'un génocide, c'est une destruction systématique. Il faut forcément qu'il y ait un système. Il faut qu'il y ait des règles, il faut que quelqu'un les ait voulues, il faut que quelqu'un les ait suivies, et il faut que quelqu'un les ait appliquées. Après, quand on demande à ces personnes pourquoi vous les avez appliquées, parce qu'elles étaient écrites. Pourquoi là vous les avez écrites? Parce qu'il fallait. Et vous voyez, il y a la notion d'obligation qui n'est pas la même chose que devoir. Vous voyez? C'est pour ça que l'obligation ne va pas donner la déontologie. Et en fait, Camus, il est dans l'espace déontologique. Donc en fait, ce n'est pas simplement ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui doit être fait. C'est totalement différent comme approche. Ça va nous amener petit à petit donc, aux lettres à un ami allemand, un contexte assez bizarre. Je vous rappelle que si vous lisez les œuvres de Camus dans la Pléiade, parce que c'est la Pléiade qui va être la première fois où on va voir les lettres à un ami allemand, en fait c'est dans un éditeur italien, mais bon, pour des Français, et ils se sont obligés, Camus, de se justifier de les éditer. D'accord? Parce qu'ils considèrent que le texte est trop dur en l'état actuel, quand il va l'éditer. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il va dire, attention, il faut bien contextualiser ce que j'ai écrit. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même des gens qui ont accusé Camus de ne pas avoir été résistant. Donc finalement, si on était dans un pays où tout le monde était résistant, ça serait normal. Enfin, si on était dans un pays où tout le monde a été résistant, eh bien, enfin, vous savez quoi, eh bien, ils ne seraient pas rentrés les autres. Mais ils sont quand même rentrés. Et ils sont rentrés rapidement. Et après, le problème, c'est que vous savez très bien qu'il y a quand même des gens qui ont signé. Bon. Alors, les règles. Par exemple, une règle à suivre. Si un maréchal signe un accord, il faut le suivre. Puisque c'est la société. C'est le plus haut gradé. C'est un héros de la nation. Donc il faut suivre, non? C'est ça la société qu'elle va vous dire. Elle va vous dire, c'est très bien. Et puis là, malheureusement, on va avoir des gens de type, je dirais, camusien, par exemple comme Jean Moulin, qui vont dire non. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, voilà, c'est l'armistice, c'est fini, on a perdu. Donc, il faut se mettre d'accord avec les gens qui sont en train de nous envahir. En fait, on a fait même mieux, parce que des fois, on a pris même des initiatives. Vous voyez? On s'est dit, pour être bien avec ceux qui vont être mal avec nous, on va faire du mal à d'autres, comme ça on sera bien. Et comme ça on sera dans le bon sens avant qu'ils arrivent. C'était sans compter en fait la barbarie des autres qui, à bout d'un moment, mélange l'ensemble. Enfin, avec le fascisme, ça aurait pu marcher, mais avec le nazisme, ça ne marchait pas. Donc, on va avoir un individu qui va être dans le journal Le Combat, qui va écrire donc les lettres à un ami allemand. Alors d'abord, le contexte, lettre à un ami allemand. Évidemment, maintenant, on est dans l'Union européenne, etc. Donc ça paraît presque... Alors par contre, quand vous lisez les lettres, vous dites, il faut quand même bien préciser qu'il sous-entend, il le fait lui-même, que quand il dit allemand, il sous-entend nazi. Il sous-entend pas allemand. Et donc évidemment,
il va être accusé encore. Parce qu'on va trouver quand même que c'est pas bien, c'est un peu décalé. Il aurait dû être soit que dire que c'est tous des mauvais, donc il n'y a pas besoin d'avoir un dialogue, d'avoir un échange épistolaire, soit de dire que ils sont quand même bien. Donc je vous rappelle quand même qu'au plus haut niveau français, on nous disait qu'ils étaient bien, que c'était quand même pour le bien. Au niveau bas, on nous disait que c'était très mauvais. Et alors, arrive Camus qui va dire, attention, ne pas confondre, ça ne veut pas dire que tous les Allemands sont nazis. Et donc moi, quand je vais parler à un ami allemand, je veux lui demander, en gros, de me rendre des comptes. Parce qu'on est tous les deux humains, comment tu permets ça? C'est pas seulement contre nous. Donc, mais il précise bien aussi que quand il dit français, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il entend par français. Hein? Ça en fait quand même assez peu à ce moment-là. Parce que la plupart sont dans un autre coin. Donc, quand on parle du maquis, quand on parle de la résistance, quand on parle du journal de combat, mais il faut bien se rendre compte en fait que c'est la continuation de l'étranger, parce que Camus va réussir à être étranger dans son propre pays. D'accord? En fait, on ne va jamais le comprendre du bon côté. C'est-à-dire qu'au départ, en Algérie, les gens le trouvent contre les Arabes. Après, les Arabes le trouvent avec eux. Après, les gens qui trouvent que les Arabes le trouvent avec lui, ils vont trouver qu'il est contre. Après, il va être obligé de se justifier. Il va dire, mais non, mais moi... Alors après, on va lui demander que tu préfères la justice à ta mère. Donc ça, c'était au moment du prix Nobel, et un journaliste va l'agresser, je sais qu'il répond. Quand il va dire sa mère, on va dire, ah, vous voyez? Bon. Quoi? Je veux dire, que vous voyez quoi? Et ensuite, alors, quand il va être en France, dans le journal de combat, on va dire, oui, d'accord, il écrit, en fait, mais moi, je voudrais bien voir qui écrivait à l'époque. C'est facile quand même, vous regardez les textes. Donc vous allez voir qu'en fait, il n'y a quand même pas grand monde. Alors, on accuse Camus de ne pas avoir été résistant au sens de prendre les armes, etc. D'abord, on ne se rappelle pas exactement de ce qu'il peut faire. Et ensuite, on a quand même toute son activité dans le journal de combat qui est tout à fait claire. On sait très bien ce qu'il raconte dedans. Donc c'est des textes très durs qui aucun compromis. Hein. Aucun compromis. C'est vraiment des textes d'actes de résistance contre le nivellement, contre la barbarie. D'ailleurs, en fait, souvent ils utilisent le mot barbarie et ils n'utilisent pas simplement le mot nazisme, parce que pour lui, c'est pas simplement que c'est ça. Ça peut être aussi autre chose qui peut arriver, et il va être toujours dans une position, alors c'est ça qui est magnifique chez Camus, il est capable d'être immobile pendant que tout le monde bouge. Et, comme un phare, émettre et dire ce qui doit être dit, c'est ça, et pas ce qui doit être fait. Et donc là, on va voir avec nos lettres à un ami allemand, donc qui sont au pluriel, hein, parce que souvent les gens croient qu'il y en a une d'ailleurs. Et c'est assez bien, je ne sais pas quel est votre point de vue, vous allez l'expliquer, c'est assez bien de les voir aussi de façon évolutive. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement qui se fait dans l'être à un ami allemand qui montre que ça va crescendo quand même. Hein. Au départ, on se dit, bon, bah, c'est bon, il a fini. Et puis après, on voit qu'il y a une seconde. Alors, on dit, après tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il peut dire? Donc, à vous. Bien. Bonsoir à tous. Vous avez dit beaucoup de choses. Déjà, alors moi je ne joue pas dans le spectacle, donc ceux qui viendront voir le spectacle ne me verront pas sur scène, sauf à la fin, puisque du coup ça me permet de l'annoncer. Le spectacle dure une petite heure et on en profite pour se ménager une dizaine de minutes ensuite où on échange avec le public à propos d'un texte qui est dense, surtout quand il est restitué à l'oral, et qu'on impose le rythme au spectateur, ce qui n'est pas le cas quand on lit, évidemment, on choisit soi-même son rythme. Et donc il y aura trois comédiens, plus précisément un comédien qui dira les lettres et qui fera un peu le rôle de Camus, entre guillemets. Et puis il y aura une partie musicale aussi qui viendra rythmer les lettres, avec un comédien qui interprétera des chansons et puis un musicien à la guitare. Donc voilà pour recadrer un petit peu. Vous avez évoqué plein de choses, je rebondirai un petit peu sur tout ça de façon assez rapide. Alors, en dehors des lettres à un ami allemand, ce que vous avez dit sur le théâtre, la responsabilité de la troupe au théâtre
m'a fait penser à un autre proverbe qu'on dit parfois, c'est que quand le spectacle est bon, c'est grâce au comédien, et quand il est mauvais, c'est la faute du metteur en scène. Bon, je ne sais pas si c'est toujours partagé. Et sur le côté que Camus est toujours mieux après, ça c'est vrai et ça m'a frappé. Et je pense qu'il faut être aussi vigilant et en fait retourner à Camus au lieu de se vautrer dans tous les hommages qui sont publiés. Il y a énormément de choses qui sont rééditées en ce moment, il faut en profiter. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu suspect dans les célébrations unanimes, et c'est vrai qu'on oublie certains aspects de Camus qui sont moins mainstream qu'on pouvait l'imaginer. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de phare de la pensée antitotalitaire, un type assez raisonnable, modéré, tout ça, alors que bon, au fond de lui, politiquement, c'était un socialiste libertaire, on ne peut pas dire que ce soit tellement mainstream aujourd'hui, ni même à son époque. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Et alors, du coup, je viens aux lettres à un ami allemand avec cette remarque que vous faisiez aussi, que finalement, on représente tous des textes qui ne sont pas écrits pour le théâtre. C'est quand même dingue, parce qu'on fait un festival de théâtre sur Camus, et il n'y a aucune pièce de Camus qui joue. Alors on pourrait se dire c'est l'espace, c'est vrai que Caligula dans l'espace 44, bon, c'est peut-être possible, mais c'est vrai que c'est quand même assez gros, ou des taxièges, où il y a, je sais pas, 30 personnages. Bref. Mais donc du coup, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait, qui se plaignait, il me disait, mais filles, on joue plus de répertoire, vous faites tous des textes qui ne sont pas écrits pour le théâtre, et tout. Bon. Donc je devais un peu me justifier pourquoi on montait les lettres à un ami allemand. Alors dans les lettres à un ami allemand, il y a déjà un côté, c'est un argument facile, mais il y a un côté mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a un côté purement artificiel, c'est-à-dire qu'il se met lui-même en scène en train de dialoguer, enfin c'est un dialogue d'ailleurs dont on ne voit qu'une seule version, la sienne, il se met à dialoguer avec ce fameux ami allemand qui n'a jamais existé, et qui dresse en fait dans la presse résistante. Donc par rapport à la résistance, Camus a été un résistant, enfin, au sens où il a pris les armes, il est pas allé faire des sabotages, tout ça. Mais d'ailleurs, il était ici, il a commencé ici, il a intégré un réseau de combat à Lyon, il a croisé Aragon, ici même, et donc il a transporté des documents, et puis surtout il a écrit pour la presse résistante. Et les lettres à un ami allemand en question sont des lettres qui sont parues pendant la guerre, pendant la résistance. Et le côté crescendo que vous évoquiez, très, très justement, auquel on est devenu encore plus sensible au fur et à mesure qu'on travaille le spectacle et même qu'on le jouait. Il s'explique aussi par la chronologie. Je crois que la première lettre de mémoire, ça doit être 42, et la dernière a été écrite en 44. Donc on voit très bien la première lettre, d'ailleurs, il parle très clairement du point de vue de la défaite. Bon, à la fin, il termine, on sent que c'est un peu bravage, il dit on va vous battre, mais bon, on sent que c'est pas encore... ça demande encore à être affermi, quoi. Et il parle du fond de la défaite et il assume. Et il explique pourquoi vous nous avez défait. C'est vrai, on s'est laissé battre par vous, parce qu'il nous a fallu tout un détour pour savoir si on avait le droit de prendre les armes contre vous. Donc c'est vrai que ça a été notre faiblesse, mais ça a été notre force. Et ce qu'il explique. Il parle du point de vue de la défaite. Quand on arrive à la dernière lettre, là, il n'y a plus aucun doute. Voilà, je parle d'une ville qui est en train de vivre, c'est de Paris, qui est en train de vivre ces derniers moments d'horreur, et bientôt vous allez être vraiment balayé. Et là, il est sans pitié. Mais donc, voilà, contexte de résistance. Et j'en profite aussi pour dire, parce que nous, on a joué ce spectacle vraiment dans la région grenobloise il y a quelques années, puis là, on l'a repris à l'occasion du centenaire. Participe à l'hommage consensuel. Mais je pense que c'est la rue juste en bas, qui s'appelle la rue René Lénaud. Et les lettres, un événement, sont dédiées à René Lénaud, qui était un résistant d'inspiration catholique, qui a été fusillé par les Allemands. C'est marqué dans les petites plaques. Chaque fois que je regarde la plaque, et Camus je ne sais pas s'il l'a vraiment connu, en tout cas, bon, il savait qui était René Lénaud. Il a même écrit sur le sujet. Voilà. Ils ont échangé des lettres. Ils ont échangé des lettres. Je ne sais pas s'ils sont rencontrés, ça je sais pas. En tout cas, ils ont échangé. Et donc, il dédie les lettres à René. Bon, mais le deuxième aspect, pourquoi monter lettres à l'ami allemand, et ça va croiser plein de choses que vous avez déjà évoquées, c'est au fond qu'en partant de quelque chose qui est très situé, c'est-à-dire la résistance contre la barbarie nazie, pourquoi on résiste, etc.
frappé, c'est-à-dire que justement dans les années 40, Camus il a déjà son chemin. Il commence par traiter de l'absurde, ensuite il traite de la révolte, et ensuite il va traiter de l'amour, une sorte de grande réconciliation finale qui intègre à la fois l'absurde et la révolte. Et en fait, ces trois grandes étapes, la dernière, il n'a pas pu vraiment la mener à bien, parce qu'il est mort avant l'âge, mais ces trois grands thèmes se retrouvent dans les lettres, finalement. Et alors la révolte, c'est assez évident, mais ce qui est intéressant, c'est que il explique la révolte malgré l'absurde. Et il y a quelque chose de très fort moi, dans les lettres qui est très fort dans le texte, et ça fait écho au fait quand je parle des Allemands, je parle des nazis, quand je parle des Français, je parle des résistants. Nous, on ne fait pas cette précision avant le spectacle, il y a toujours quelqu'un pour nous dire mais, quand même, hein, aujourd'hui les Allemands, ce ne sont pas tous des nazis. Oui, évidemment. Mais alors, peut-être qu'il faudrait préciser, j'avoue, il y a des gens qui sont choqués, je dis bon voilà, c'est la résistance, il ne fait pas attention à dire attention, on ne parle que des nazis. Mais surtout, il fait quelque chose de beaucoup plus transgressif que de dire oui, je parle juste aux nazis. C'est-à-dire qu'il, dans la dernière lettre, celle où il est sûr d'avoir gagné, c'est peut-être à ce moment-là qu'il le fait, il dit à son ami allemand, à son ami nazi, il dit vous et moi, on est partis du même point. On est parti de cette même conscience de l'absurdité du monde, qu'il n'y avait pas de Dieu, qu'il n'y avait pas de vie après la mort, que tout était équivalent, etc. Et ça c'est très fort, c'est-à-dire qu'il dit voilà, on a un point commun, on est parti du même point. Et il dit si je devais vous donner raison dans tout ce que vous avez pensé, je devrais vous donner raison dans tout ce que vous faites. Il dit c'est tellement grave que là je dois me poser des questions. Je dois assumer d'être parti du même point que vous et expliquer pourquoi on diverge. Quoi. Et voilà, toute la dernière lettre est articulée autour de ça et je trouve que c'est vraiment très fort. Et donc il se révolte malgré l'absurde, mais il se révolte aussi grâce à l'amour et grâce à une version de l'amour qui est un petit peu dans les lettres, mais qu'on ajoute nous aussi en faisant quelques extraits de Noces à Tipaza, où là il y a tout le côté sensuel, tout le côté que j'adore aussi chez Camus, qui est le lyrisme, et puis tout ce que vous avez dit aussi sur ce rapport très, très sensible et même sensuel au reste du monde. Et le spectacle s'ouvre et se ferme sur Tipaza avant-guerre, Tipaza après-guerre. Et il m'a semblé que, au-delà ça permettait d'ouvrir et de finir le spectacle de façon cohérente, c'était chouette, mais en plus de ça, il me semble que ça donnait pleinement son sens à tout l'aspect vraiment argumentatif de Camus dans les lettres, où c'est quasiment didactique à un moment. Et là, avec cette évocation très, très sensible de Tipaza, ça donne à l'argumentation encore plus de chair. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Wow. Merci quand même. Mais, donc alors, quelques mises au point pour rebondir avant la chute. Si quelqu'un vous dit on a commencé au même endroit, comme vous l'avez très bien dit, et vous vous dites mais c'est quand même inquiétant parce qu'après on n'est pas arrivé au même endroit, il faut vous rappeler par exemple que toutes les parties d'échecs commencent de la même manière. Ce n'est pas grave. Le problème c'est comment vous la jouez. Donc, et à la fin, il n'y a que trois sortes de fins. Il y a juste la perte, le gain ou l'égalité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important dans l'esprit camusien, c'est que Camus, il est très conscient. Il est tellement conscient de ce qu'il fait qu'on pourrait dire que tout est configuré par rapport à ça. Donc vous avez parlé de sa vision programmatique, effectivement. Il annonce clairement qu'il y a ce moment de la recherche par rapport à l'absurde. Ensuite, on va passer à la révolte et à l'amour. Donc ces trois phases sont fondamentales. Alors c'est vrai qu'elles parcourent de façon transversale. Il ne faut pas les imaginer que c'est l'une simplement après l'autre. Mais là où c'est programmatique, c'est un peu pour vous mettre en avant les choses qu'on raconte des fois sur Camus, qu'il est simple. Regardez à quel point ça peut être simple à l'esprit comme ça. C'est-à-dire qu'il prévoit à l'avance les trois parties. Après les trois parties, il va prévoir qu'il faudra qu'il écrive un roman, une pièce de théâtre, un essai philosophique pour chacun. Donc des fois il va faire deux. À partir de ça,
faut vous rendre compte, parce que maintenant on parle de... Je vais essayer de vous justifier pour le positionnement par rapport au théâtre, pour votre ensemble. Je vais vous justifier en vous minimisant. Je vais dire en fait que ils n'ont pas besoin de se justifier parce que l'écriture camusienne est très théâtrale. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on dirait plutôt qu'elle est cinématographique. C'est-à-dire que quand vous lisez Camus, je suis sûr que ça vous est arrivé, vous voyez tout de suite des images. Il y a des autres auteurs, vous avez beau le lire avec des descriptions comme ça, vous ramez quoi. Vous dites, bah, peut-être qu'il doit avoir un paysage, puisqu'il le décrit si bien. Mais bon, vous comprenez très bien que vous n'êtes pas dans ce paysage. Chez Camus, c'est le contraire. Il vous dit 2 ou 3 phrases et vous êtes dedans. Et bien ça, il faut se rendre compte que c'est dû au fait que Camus connaît très bien le théâtre, des 2 côtés. Donc pour faire votre allusion, ça marche aussi au football, avec l'entraîneur. Voilà. Alors, Camus était aussi un fanatique de football. Alors il était quand même gardien de but, hein, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous ai parlé, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il était quand même anormal, puisque le gardien de but, c'est le seul qui ne joue pas vraiment avec les pieds, qui joue qu'avec les mains. Donc vous voyez, vous êtes joueur de foot, et vous vous mettez dans un cadre où vous jouez avec les mains. Il faut quand même être anormal, quoi, oui. Donc ça vous fait penser au niveau des règles, ça. Le positionnement Camus, c'est il a été acteur dans troupe amateur. Il sait exactement ce que c'est d'avoir dans la peau, d'avoir l'angoisse, de je ne sais pas dire mon rôle, j'ai eu un trou, etc. De l'autre côté, il a été metteur en scène, qui est vraiment de l'autre côté, mais il y a encore pire, il a été aussi, évidemment, scénariste. Donc il est capable de construire un univers artificiellement. Vous avez très bien dit que les lettres en ami allemand, c'est artificiel, c'est totalement artificiel, évidemment, mais c'est pas autant artificiel que le théâtre. Le théâtre, c'est encore plus beau dans son côté artificiel, c'est que le théâtre vous annonce tout ce qu'on vous raconte, c'est du théâtre. Et après, vous avez un impact sur vous, comme si c'était vrai. Alors que souvent dans la vie, on vous raconte un truc vrai, et tu dis, mais c'est pas vrai, comme si c'était vrai. Ouais. Donc, là, au niveau du théâtre, il va construire, et c'est ça qui est encore plus fort, vous allez voir cette vision programmatique, d'abord pour vous rendre compte de la complexité de la pensée camusienne. Alors, ces gens-là, ils ont une tendance maintenant à se sentir accusés, en disant, mais vous avez fait des trucs qui sont quand même pas du théâtre. Alors, je pense que pour vous aider, c'est très simple, prenez Camus lui-même. Donc Camus, évidemment, un des grands trucs de Camus, c'est d'avoir théâtralisé les possédés. Voilà. Alors je veux vous dire quand même, quand vous êtes capable de mettre en une mise en scène, de créer, parce qu'il n'y a pas de texte, donc c'est exactement ce que vous faites en fait, de prendre 1200 pages de Dostoïevski, de faire un objet avec 11 tableaux et 25 personnages, et que ça se tienne. D'ailleurs, si vous voulez le voir, vous allez comprendre ce que je vais dire maintenant avec cette petite anecdote. Camus, quand il est interviewé, il n'est jamais interviewé. C'est-à-dire qu'en fait, l'interview, elle est fausse. C'est-à-dire qu'il connaît déjà les questions, parce qu'il a une telle angoisse, il se plante tout le temps. Donc il dit, moi je fais l'interview si on me pose des questions, et après, le journaliste me pose exactement les questions, et c'est pour ça, vous pouvez voir sur Internet Camus en train de répondre, il répond, on a l'impression que c'est un écrit philosophique, vous voyez. Il n'y a pas de je cherche mes mots, il n'y a aucune répétition, aucune coupure, ça va. En fait, il a écrit. Donc, il écrit sa réponse et il l'apprend par cœur. Comme un acteur de théâtre. Vous voyez à quel point donc ça peut être sincère. Vous voyez, on sent que c'est parce qu'en fait, il savait très bien qu'il n'arriverait pas à le faire, ça. Donc, on voit une interview très belle comme ça. Alors, c'est des interviews, on se dit, quand même, maintenant, les interviews sont plus comme ça. Évidemment, c'était complètement monté de toutes pièces. Donc vous avez un locuteur très bon, le journaliste qui ne fait jamais d'erreur, vous avez l'interviewé qui ne fait jamais d'erreur, tout se tient et s'enchaîne comme ça, c'est formidable, on dirait une pièce de théâtre. Donc, Camus a fait du théâtre sans qu'il y ait du théâtre, parce qu'évidemment Dostoïevski, c'est même pire que Camus, il n'a pas écrit de théâtre. Parce que là, où ils ont encore plus une raison de le faire, c'est que comme il a écrit du théâtre, il a une écriture qui est théâtrale, on le voit très bien, très visuelle, même sensorielle, on pourrait dire. C'est pas du tout simplement l'écriture. Et souvent, les gens qui n'ont pas de vision, donc qui n'ont pas une écriture visuelle, sont gênés par Camus parce que justement, ils trouvent que c'est plat. Ils regardent le texte. Donc, ils regardent simplement un enchaînement de propositions simples. C'est simplement que Camus est arrivé un peu
avant cette théorie de la complexité, vous savez, maintenant, on peut très bien faire des choses très très simples, hein, et l'ensemble fait quelque chose de compliqué. Ça, il le fait quand même. Quand il va construire, par exemple, le malentendu, c'est complètement fou. Le malentendu, c'est fabriqué sur mesure pour faire de la vulgarisation de sa pensée dans le mythe de Sisyphe. Vous avez signalé, par exemple, le mythe de Sisyphe, c'est très bien, mais il faut être encore plus intransigeant et dire qu'il fait quand même encore mieux, Camus. Parce que quand il écrit le mythe de Sisyphe, il met à plat toute la philosophie. Et il dit, c'est très simple, le seul vrai problème de la philosophie, c'est le suicide. Tout le reste, en fait, c'est on s'amuse à écrire entre nous, c'est bien. Donc vous imaginez, évidemment, quand vous avez des grands pontes qui sont le philosophe classique, et on se rend compte qu'il n'a même pas la grecque, parce qu'évidemment, il était malade. On va quand même l'accuser, même pour ça, parce qu'il a eu tort d'être malade au moment de la grecque. On va dire quand même que comment ce Genot, ce Blanc-Bec, se permet de dire à tous les philosophes qui sont quand même très grands qu'ils se sont intéressés à des problèmes qui ne sont quand même pas le problème fondamental, c'est le problème du suicide. Il n'a pas du tout une vision du suicide, je dirais, sociologique, hein, comme Durkheim. C'est un suicide réel sur le plan humain. Donc en fait, dans ce même texte, le mythe de Sisyphe, on pourrait d'ailleurs considérer comme un texte multiple, parce que vous avez des passages qui concernent aussi bien Kirillov, voilà, vous l'avez très bien mentionné, alors vous avez dit socialiste libertaire, autant dire le mot, c'est carrément anarchiste, mais ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il est libertaire sans être nihiliste. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment le gêner, le nihilisme. On va le voir avec les possédés, parce que c'est pas par hasard qu'il va prendre les possédés. D'abord, il n'a pas fait ça avec l'idiot. Il n'a pas fait ça avec Crime et Châtiment. Et il n'a pas fait ça avec les frères Karamazov. Le seul texte qui concerne en fait les socialistes libertaires, c'est justement les possédés, ou les démons, suivant les traductions. Donc, il va prendre ce point de vue en disant que, on va le retrouver dans ces thématiques, et vous avez bien dit sur le problème du démarrage, c'est si tout est permis, est-ce qu'on peut tout se permettre? Oui, c'est quand même ça, pour moi, l'art de la déontologie. Parce qu'on peut dire, voilà, on peut le faire. Par exemple, vous avez vos gamins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec un gamin parce qu'il est tellement petit, il ne peut rien faire. Hein. Ce que disait Jacques Brel, il disait, de toute façon, il est condamné à l'avance. S'il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, vous pouvez l'aimer, le tuer, le torturer, voilà. Donc ça, c'est des versions qui existent, hein, avec ses propres enfants. Donc il n'y a même personne qui vous dit, faites pas ci, faites pas ça. Sauf si vous regardez la télé. Mais si vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez vous dire, je peux tout faire, parce qu'évidemment, je suis omnipuissant, alors que l'autre est omnipotent. Et malgré tout, j'ai quand même un frein. Je dis, tiens, ça, je ne peux pas quand même. Et là, on va le voir aussi bien dans l'étranger, mais on va le voir aussi avec la chute, sur le problème de ce positionnement. C'est-à-dire que, on a vu le problème du crescendo, on raconte la défaite. Alors Camus, c'est quelqu'un qui est capable de parler de la défaite. Bon, ça, c'est fondamental sur le plan philosophique. Il y a des gens qui sont capables de parler que de leur victoire. Voilà. Donc s'ils ont gagné, c'est bien, ils savent nous l'expliquer. Maintenant, s'ils ont perdu, c'est pas bien. Bon. En stratégie, par exemple, vous voyez Clausewitz. Clausewitz, il a écrit sur la guerre, il analyse les batailles napoléoniennes, il était du côté des perdants quand même. Et il fait quand même un traité de stratégie. Bon. Chez Camus, il est capable de dire que oui, c'est vrai, bon, bah là, pour l'instant, on a perdu. Donc, il est capable de se mettre dans la position de. On était les faibles. Mais il va préciser tout de suite que si on était faible, c'est parce qu'on n'était pas barbare. La barbarie est toujours forte. Donc, évidemment, le problème, en fait, c'est un peu, si vous voulez, le problème des démocraties molles. Les démocraties, vous avez remarqué, elles sont toujours qualifiées de molles. Ça doit être presque un pléonasme, en fait. Alors, les démocraties molles, elles ont du mal avec les régimes autoritaires. Parce qu'elles se disent, dès le départ, on va avoir un dialogue. Et puis, ça ne marche pas, quoi. C'est un monologue. Des fois, c'est un double monologue. Donc, l'exemple typique que tout le monde aime, Chamberlain qui va voir Hitler, qui va dire, c'est un type très bien. On se dit, mais il est complètement à côté de la plaque, il n'a rien compris, quoi. Donc,
Effectivement, sur le plan local, Hitler avec son chien, il était très bien. Il était très sympathique, il pouvait même pleurer s'il avait un problème, etc. Mais pour le reste, alors le problème donc de la déshumanisation. Camus, là où il va se mettre en avant dans sa pensée philosophique, c'est de dire que l'accès à la connaissance de l'absurde ne signifie pas qu'on n'a rien à faire. Parce qu'on pourrait comprendre dans votre morceau, comme vous l'avez signalé, qu'il a une vision un peu pathétique. Donc en fait, mais est-ce que c'est pathétique ou est-ce que c'est du pathos? Parce que moi j'utiliserais plutôt ce mot. Hein. Par exemple, bon ça va peut-être vous énerver, mais ça fait rien. On dit la passion du Christ. On ne dit pas la révolte du Christ. Est-ce qu'on peut dire par exemple que le Christ est un personnage pathétique? Parce qu'en fait, passion, en fait, c'est pathos. Donc, le pathos, d'ailleurs, c'est l'épathé en grec, c'est justement la passion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui se sacrifie totalement, sans aucune retenue, sans aucun compromis, pour le bien des autres. Et c'est quand même un acte, vous voyez, vraiment actif. Donc, il y a une différence entre le martyr et le héros, qui est fondamentale. Pour nous, sur le plan, si vous voulez, plus philosophique, le martyr, ça va être quelqu'un qui va faire la même chose que le héros, mais ça n'a rien changé. Donc en fait, il est dans le cadre d'une cause perdue, donc ça ne marche pas, quoi. Mais on se dit, s'il n'y avait pas eu des martyrs, au bout d'un moment, il n'y aurait pas eu des héros, parce qu'ils n'auraient pas compris ce qu'il fallait faire. Des fois, on pense qu'en fait, c'est inné. C'est pas du tout inné. Des fois, il y a des gens qui se sont sacrifiés, et les autres, les voyant se sacrifiant, eh bien, ils se disent, ben, on devrait aussi faire quelque chose. Donc, Camus fait partie de ces personnes-là, qui, justement, comme il a été dès le départ le premier homme, il n'avait pas d'exemple à suivre. Mais il était toujours conscient, Camus, que c'était devenu un exemple à suivre. Vous voyez? Et ça, c'est quand même extrêmement grave, dans le sens où il n'a jamais été le suivant. Voilà. Donc, pas pour Brel. Mais par contre, il a été le précédent. C'est pour ça qu'on dit créer un précédent. Hein. Donc, en fait, il a créé un précédent, et dans ce qu'on peut dire par rapport à Meursault, la chute, parce qu'en fait, on pourrait très bien qualifier la vie de Meursault par le terme la chute. Ce serait pas révoltant. Hein. On ne peut pas dire que ça soit vraiment basé sur le thème de l'amour. Vous avez raison, en fait, on a des allusions à l'amour, par exemple, le problème des rapports, Marie, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il reste tout le temps humain. Ça, c'est quand même formidable. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, on a des gens qui se disent qu'il c'est bien de se positionner. Alors, ils se positionnent tellement qu'au bout d'un moment, ils appellent ça de l'engagement, et à la fin, on leur dit, vous n'étiez pas du bon côté. Alors, ce qui est formidable chez Camus, c'est qu'il n'a jamais été avec les mauvais. Alors qu'il n'était jamais du bon côté. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au moment où il le faisait, eh ben, il était dans la minorité. Alors ça représente en fait le schéma que disait Ionesco, mais Ionesco il avait l'art de voir ça autrement. Il disait, quand je fais partie de la majorité, je m'inquiète. Donc en fait, ne vous inquiétez pas, Camus n'a jamais été inquiété par ce problème. Il était toujours dans la minorité, ce qui est quand même formidable, parce que quand vous regardez ce personnage dans toutes les dispositions qu'il avait sur le plan de l'espace mental, de l'espace philosophique, de l'espace moral, et toujours dans la minorité, il faut le faire à la fin. Bien, c'est parce qu'en fait, c'est très pensé. Quand vous voyez le texte, par exemple, aussi bien les justes ou état de siège, ou, comme j'ai dit précédemment, le malentendu, eh bien, vous allez voir, en fait, le summum de son art, chez Caligula. Chez Caligula, ça pourrait être une chute programmée. D'accord. Alors, il y a des gens qui sont capables de lire Caligula, et de ne pas comprendre que le Caligula de Camus n'a rien à voir avec Peter Ustinov. Donc il faut quand même être lamentable pour pouvoir faire ce genre de comparaison. Alors autant que ça soit dit, Camus, il parle de ce principe. Pour la plupart des gens, Caligula était fou. Pour Camus, c'est celui qui a compris ce que c'est l'absurde. Et en fait, le dialogue qu'il va avoir avec Hélicon, ça va être du genre, quand il va lui dire que il voulait avoir la lune, il voulait avoir quelque chose d'impossible. Chez Camus, en fait,
on a souvent le problème de l'accès à l'impossible. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a juste les utopies qui créent des réalités. Les réalités ne créent pas d'utopie, ne créent pas de réalité et créent du conservatisme. Donc en fait, c'est proprement social. Il y a beaucoup de choses qu'on vous trouve maintenant totalement utopiques, et dans quelques années, on les vivra, et on se dira, comme on a fait précédemment. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un personnage qui est un véritable personnage, une grande personne, qui admirait d'ailleurs Don Juan, alors qu'il n'a jamais réussi, Camus, à être un grand méchant homme. Il avait un rapport aux femmes pas très loin, mais en fait, il disait que c'était pas de sa faute. Non, mais c'est vrai, le soleil, la plage, voilà, donc il y a un contexte, quoi, vous voyez. Donc il avait une activité quand même assez débordante avant de choisir, mais le positionnement, par exemple, qu'on a par rapport à Don Juan, c'est le suivant, c'est de dire, et ça il va très bien l'analyser justement dans le mythe de Sisyphe, c'est de dire que Don Juan c'est quelqu'un quand même qui est contre les femmes. Et en fait, pourquoi c'est ridicule? Alors, vous pouvez le voir de façon historique. Si vous prenez la pièce de Molière et vous regardez, donc ça, ce que je vais dire maintenant, ça ne va pas faire plaisir aux femmes, mais après, au deuxième rang, ça vous fera plaisir. Donc, eh bien, ce qui a été censuré chez Don Juan de Molière ne concerne pas les femmes. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas normal, parce que cette société, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, la société de l'époque trouvait que ce qu'il disait sur les femmes, c'était pas fondamentalement horrible. En fait, si on considère que le personnage de Don Juan est horrible, les femmes, c'est la première couche. Vous voyez, c'est le premier étage. Après, ça va continuer, ça. On va avoir les juristes, on va avoir les médecins. Et de nos jours, ils n'ont plus de chapeau pointu. Donc, ensuite, on va dépasser les médecins, on va arriver au père. Pour enfin arriver à Dieu. Et là, quand on va trouver Dieu, il va être obligé de revenir un peu en arrière. Mais, juste pour les gages de Sganarelle, chez Camus, il le considère, et ce qui est quand même merveilleux, c'est de mettre le personnage de Don Juan de Molière, et juste après, nous parler de Kirillov. Vous voyez? Donc en fait, Don Juan n'est pas athée, il est impie. Donc en fait, il n'est pas amoral, il est immoral. Alors que l'autre personnage pourrait passer pour amoral. Quand la même personne va le mettre dans un écrit philosophique et va placer Kirillov, ce qui est formidable, c'est que pour Kirillov, il va dire la chose suivante, très simple. Dieu n'existe pas. Bon, jusque-là, vous dites, bah, c'est bon, je connais. Point. Donc je vais me suicider, point, pour devenir Dieu. Point. C'est 3 phrases, hein, oui. C'est quand même, c'est incroyable justement que Dostoïevski ait eu cette idée de dire cet ingénieur voit que le monde est absurde, voit qu'il n'y a pas Dieu, voit que Dieu est nécessaire. Donc il dit, moi de toute façon je vais me suicider, vous pouvez même me mettre un crime sur moi, ça compte pas, de toute façon c'est absurde. Et après je serai Dieu. Ben, ça c'est quand même fort. Donc ça, c'est analysé chez Camus. Ou, eh ben dans le cadre du problème du suicide. Et là, vous voyez bien que le suicide de Kirillov n'a rien à voir avec un suicide sociologique du type « quand il fait automne, je ne me sens pas bien ». Je vous le dis, c'est dansé ou comme ça. Donc, un peu de soleil, voilà. Donc, pensez à l'Algérie, à la prénéritude. Alors, donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est beau chez Camus, souvent les gens, quand ils disent qu'on tombe, c'est pas bien. C'est pas bien qu'on n'a pas de parachute. Chez Camus, en fait, son œuvre est un immense parachute. Il est capable de tomber et de retomber sur ses pieds, et il est capable, après la chute, que vous allez enfin pouvoir mentionner, voilà, et pour dire qu'il y a très peu de gens qui sont capables de se remettre d'une chute. Or, je vous conseille, en tant que stratégiste cette fois, tenez compte que des gens qui sont capables de se remettre d'une chute. Parce qu'au moins, vous savez ce qu'ils sont capables de faire. Alors que les autres, qui sont bien plus forts, s'ils ont la moindre chute,
ça signe de partout. Les compromis, les actes, la collaboration, le crime. Parce que bon, c'était du chute, quoi. Le problème, pour Camus, c'est qu'est-ce que peut faire l'homme libre après la chute. Vous êtes libre, donc ça y est, je suis libre de parler. Alors c'est difficile parce que moi je ne suis pas un spécialiste comme si on veut, c'est une interprétation d'un récit de Camus. Et c'est vrai que moi j'ai envie de vous expliquer comment je suis arrivé à vouloir monter la chute. D'abord, je ne l'ai pas monté tout seul, je l'ai monté avec un metteur en scène il y a très longtemps, puisque nous avons créé le spectacle en 1994. Voilà, donc vous voyez, ça fait un bail. Et j'avais 10 ans de carrière derrière moi, et voilà, ça s'est présenté comme ça. Nous cherchions un solo d'acteur, et nous avions déjà travaillé avec ce metteur en scène des adaptations du Horlan, en passant, et d'Amok de Stefan Zweig. Là aussi, le travail pour nous, enfin je dis là aussi parce que ça rejoignait, ce qu'on aimait bien, c'est dans le Horla, c'est ce plongeon dans la folie sans en avoir l'air. Voilà, dans Stefan Zweig, dans Amok, il y a une espèce de déchéance aussi, il y a un plongeon. Et puis nous cherchions un troisième solo. Et lequel, alors on ne savait pas trop, voilà, et par association d'idées, nous nous sommes posé la question, c'est un jeu, ça aurait pu être un jeu un peu bête, on s'est dit tiens, notre adaptation de Stefan Zweig d'Amok se situait à Naples, dans le port de Naples, à l'arrivée du bateau, où on imaginait que le personnage serait ressorti de l'eau, et le personnage qui se suicide à la fin, on imaginait qu'il se soit sorti, et puis qu'il vienne raconter dans un bar toute son histoire. Donc comme on avait situé l'adaptation dans un port, le port de Naples, sous forme de jeu, nous nous sommes dit, alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres œuvres qui se joueraient dans un port? Après tout, le port, c'est bien, c'est propice aux rencontres inattendues, voilà, c'est très cosmopolite. Et c'est par cette association d'idées que nous est revenu le souvenir de la chute. Et nous sommes précipités sur le livre, et je l'ai lu à voix haute devant le metteur en scène et puis le directeur technique avec qui nous devions monter ce solo. Et je l'ai lu à haute voix, voilà, dans l'intégralité. Ce qui s'est passé était étrange parce que ça nous a fait beaucoup rire tout du long, la lecture, à haute voix, de se l'approprier. Cette parole, d'abord, on se rendait compte que c'est une... Voilà, effectivement, c'est une parole adressée. Elle est bien adressée à quelqu'un, donc on est bien dans le théâtre. Et puis cette parole était drôle. Mais pourquoi elle était drôle? Parce que le personnage qui commençait à se dessiner derrière, certainement ma façon aussi de me l'approprier d'emblée, lui donnait une dimension extrêmement cynique, ironique, voilà. Tout de suite, moi j'ai vu dans ce personnage, et metteur en scène aussi, une espèce de mélange de Tartuffe et de Falstaff. Donc vous imaginez le plaisir pour un comédien tout à coup d'avoir les deux personnages en un seul. Ça a été le gros effet. Et puis alors, l'effet qui se coule, vous savez, le deuxième effet, c'est à la fin, effectivement, parce qu'à la fin, je crois que nous étions tous les trois grands garçons, en train de retenir nos larmes. Il s'est passé quelque chose à la fin de cette œuvre qui ressemblait à une catharsis. Là aussi, on est dans le théâtre très aristotélicien. Mais voilà, il y avait une sorte de catharsis à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Une fois que nous avions passé ce temps à lire, là, et à partager ces émotions fortes, donc voilà, on a signé tout de suite, évidemment, c'était la chose. Donc voilà, pour vous raconter que c'est une affaire de cœur, quand même, voilà. De cœur et de théâtre. Ça me semble important dans ce récit, que Camus n'a pas... il n'en a pas fait une pièce de théâtre, il en a fait un récit, il dit lui-même, je crois, que c'est un soliloque avec un interlocuteur muet. Bon,
il aurait pu en faire du théâtre. Voilà. La difficulté, après, bien sûr, dans le travail, pour nous, la difficulté a été d'en faire quand même une adaptation pour le théâtre. Nous ne pouvions pas garder l'intégralité de l'œuvre. Elle est foisonnante, elle est extrêmement dense, et puis elle a un fonctionnement un peu obscur. Volontairement, je donne ce mot-là, c'est un fonctionnement ténébreux et brumeux. Bon, c'est Amsterdam, le port dont il est question, c'est Amsterdam, les canaux concentriques qui ressemblent au cercle de l'enfer, de Dante. Voilà, et l'œuvre fonctionne comme ça. Donc, effectivement, l'adapter sur scène, pour nous, il nous semblait qu'il fallait lui redonner de la linéarité. Alors, comment redonner cette linéarité? Nous sommes penchés sur l'idée au théâtre, hein, c'est souvent qu'il faut une unité de lieu. Un lieu unique permet parfois de régler justement le problème de l'adaptation. Eh bien, nous sommes penchés tout de suite là-dessus, sur la question. Donc il y a 5 chapitres dans la chute, si mes souvenirs sont bons, et 5 lieux différents. Donc ça, c'était 4 de trop. Il fallait en garder un. Et le lieu que nous avons gardé, c'est celui du dernier chapitre, c'est-à-dire le lit où le personnage de Jean-Baptiste Clémence reçoit son interlocuteur qu'il a rencontré dans un bar au Mexico City dans le premier chapitre. Voilà. Mais ce que vous verrez la semaine prochaine, du coup, voilà, démarre avec un personnage qui est couché, fatigué. Je n'en dis pas plus, c'est pas forcément son lit. Vous verrez bien. C'est pas le plus important. Là où ça a été important pour nous, c'est ça nous a permis de redonner de la linéarité. Ce personnage couché, voilà, va reprendre le récit, il va vous rencontrer, du spectateur, comme si vous étiez l'interlocuteur qu'il a happé dans Mexico City. Sauf qu'il va vous happer, il va vous happer dans un théâtre, sous un pont, où vous voudrez. Brièvement, là j'ai expliqué un petit peu comment on y est arrivé, comment les problèmes qui se sont posés sur l'adaptation. L'autre problème sur l'adaptation, c'est de couper quand même, parce que vous ne pouvez pas garder tout ça. Et ça a été douloureux, ça a pris plusieurs mois. Je dis souvent des choses qui vont paraître un petit peu curieuses, mais pour moi, à la première lecture, ce texte m'a fait, enfin la première lecture à voix haute dont je vous parlais, m'a fait l'effet aussi d'une boule à facettes. Vous savez ce que c'est, les boules tango, hein, des boîtes de nuit, voilà. Boule à facettes. Elle tourne comme ça, puis elle vous envoie des éclairs dans les yeux, et voilà. Et alors, régulièrement, cette œuvre m'éblouissait. Ce qui est paradoxal quand on sait qu'elle se situe dans les brumes et dans l'obscurité. Mais précisément, j'avais des éclats comme ça qui me revenaient. Les éclats n'étaient pas forcément les mêmes que ceux que percevait le metteur en scène ou le directeur technique. Ça aussi, ça a permis au metteur en scène, qui est décédé depuis, il est décédé en 96, donc voilà. Mais ça lui a permis... Sa mise en scène. Ah oui, c'est sa mise en scène, le principe de son adaptation, c'est-à-dire du personnage couché qui va passer son temps à se redresser. Je ne vais pas trop vous en dire. Et puis après, c'est toute la finesse de l'interprétation. Voilà. Pourquoi on dit les choses comme ça et pas autrement. Voilà. C'est l'interprétation. Alors donc, bien sûr que j'ai gardé, je le respecte, j'ai changé quelques données. Vous savez, vous verrez du blanc. Par exemple, nous avons travaillé sur les couleurs. Hein. Il y aura les couleurs de la tragédie, du noir, du blanc, du rouge. Voilà. Le blanc était à l'origine, à la création, le blanc était une espèce de cyclo, si vous voulez, de cyclorama, d'écran qui était derrière dans mon dos, voilà, et sur lequel était projetée l'image d'un pont à la fin. Ça n'existe plus, ça, parce que j'ai eu l'occasion de jouer ce spectacle dans plein d'endroits différents, des théâtres de 800 places, comme des théâtres chaleureux comme l'Espace 44, et petit à petit, je me suis dit que c'était pas utile. Cette chose-là n'est pas utile. J'ai gardé le blanc, vous verrez comment. Le blanc, oui, était important, je crois, dans la mise en scène, l'idée du blanc. Voilà, le blanc comme le reflet, voilà, le reflet
sur l'autre, par exemple. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que je reviens sur cette idée de boule à facettes, ça a permis au metteur en scène de justifier régulièrement les coupes qu'il a fallu faire dans le texte. Et là, je me dis que ça a été douloureux parce que c'est un texte qui est, pour dire, je ne sais plus qui disait ça, on disait ça de Mozart, c'est plein de notes, c'est plein de notes, mais c'est un texte plein de phrases, si je puis dire. Donc, c'est vrai que c'est douloureux parce que toutes ces phrases, on a envie de se les approprier, de les avoir en bouche. Bon, il a fallu faire des choix. Par exemple, un des choix, ça a été de ne pas parler de la guerre. Voilà. On est resté sur un parcours humain qui n'a rien à voir avec la guerre. Voilà. On est resté à un personnage, on s'est amusé à définir un personnage, voilà, qui est je veux dire, un croisement entre Tartuffe et Falstaff, donc une espèce de clochard céleste, voilà, et mais qui serait l'assemblage des défauts de l'humanité. Mais il nous a fallu pour ça ne pas parler, par exemple, de la guerre, etc. Ça n'enlève pas à l'arrivée, ça n'enlève pas comment dire, toutes les questions qui sont posées, voilà, les questions qui sont posées sur la culpabilité, sur le jugement et le pénitent, voilà, toutes ces questions-là, elles y sont. Mais, voilà, une adaptation ne peut pas, c'est toujours difficile, vous savez certainement, vous l'avez vu au cinéma, toujours difficile de vouloir respecter l'œuvre à la lettre. Voilà, on est toujours obligé de prendre une direction. Alexis ne va pas me contredire, j'ai beaucoup aimé ce que tu racontais d'ailleurs sur aussi le sensuel. Donc voilà, donc il a fallu couper, sans en dire davantage, juste une anecdote, le soir de la première. Alors que le metteur en scène avant était venu me souhaiter bon courage, me dire bon allez, il m'a dit merde, et il m'a dit allez, fais pleurer Margot. Bon, allez, savoir pourquoi. C'est ma fille qui s'appelle Margot. Pour ça, certainement. Alors fais pleurer Margot, je ne sais pas, enfin bon, en tout cas, on a joué le spectacle, effectivement la salle était en larmes, mais enfin en larmes avec le sourire jusque-là, c'est le paradoxe de ce texte. Voilà. Ce que nous avions ressenti, nous avions réussi à le transmettre. Moi j'étais ravi, j'étais dans ma loge, soulagé, la première est passée, le metteur en scène arrive, et avant, je le regarde avec des yeux d'enfant en attendant, vous savez, un encouragement, un compliment, ou je ne sais pas quoi, le metteur en scène me fait, il rentre comme ça, il fait 6 d'or cette nuit, 6 d'or, il faut encore couper. C'est tout ce qu'il trouvait à dire, il faut encore couper. Bon, mais il a eu raison, je crois. Voilà. Bon, voilà, je parlais de choses et d'autres. Ce qui est une dernière petite chose, c'est une façon de parler de Camus, mais pardon, je ne le connais pas assez, et en le connaissant un peu, mais je le connais par mon cœur, et puis curieusement un petit peu par mon histoire. Parce qu'il se trouve que moi je suis fils de pied noir, d'un pied noir et d'une Savoyarde. Bon voilà, mon père a été rapatrié, et moi qui venais de naître, enfin, je suis rentré en France, j'avais 3 ans, donc ensuite j'ai été baladé toute mon enfance comme ça dans des villes nouvelles, à droite, à gauche, dans toute la France, Mantes-la-Jolie et compagnie, tout ça, dans des HLM. C'est bizarre parce qu'il n'y avait pas d'horizon, je n'avais même pas d'horizon humain, j'avais des difficultés même à me faire des copains, des amis, puisque d'une année sur l'autre je changeais d'école. Donc c'était difficile, vraiment, et c'est au moment quasiment où je suis rentré au lycée, à l'époque c'était le lycée, mais c'était la classe de 6e qui démarrait au lycée. C'est là que j'ai commencé à avoir une stabilité, que voilà, mes parents sont enfin arrêtés dans un endroit et j'ai pu tisser des liens avec des amis, avec des gens dans la classe. Voilà. Et c'est curieux parce que c'est en classe de 5e, c'est un prof de lettres, un prof de français, M. Legrand, qui m'appelle un jour à la sortie du cours et il me met un gros livre dans les mains. Couverture rouge, c'était un livre de poche, comme ça, il me met dans les mains, il me dit vous serez gentil, vous me ferez plaisir si vous voulez bien, de lire ce livre et puis de me dire ce que vous en pensez. Bon. Je suis rentré chez moi avec La Peste de Camus. Moi alors j'ai été investi d'une mission
incroyable. Je suis rentré dans mon HLM et pas déraciné. Mon horizon, moi, c'était le HLM et la cage d'escalier. Voilà, le théâtre, on n'en parlait pas. C'est pas une maison où on entraîne. Donc, c'est un horizon vertical. voilà, très bien. C'est tout à fait ça. Et puis il me met la peste. Alors investi comme ça, que j'étais de cette mission, je ne savais pas qu'il était Camus, en plus. Alors j'ai lu le terme, puis je l'ai ramené, puis je lui ai dit, écoutez, c'est curieux parce qu'il parle de la peste, mais j'ai pas l'impression qu'il parle de la peste, j'ai l'impression qu'il parle de la guerre. Et puis, je n'ai pas l'impression qu'il voudrait réconcilier tout le monde. Je pense que j'avais senti comme ça. Je sais pas comment on fait. Je suis rentré son livre, il me dit, regardez, c'est pour vous. Et j'ai gardé, j'ai toujours, évidemment, dans ma bibliothèque. Et c'était mon premier contact avec Camus. Alors après, par curiosité, j'ai lu L'étranger. J'étais frappé dans L'étranger, effectivement, par ce style très essentiel, direct. Voilà, ce que je crois c'est Roland Barthes qui parle du style de l'absence, qui est une absence idéale de style. Moi, en tout cas, ça m'avait c'était une claque. Il n'y avait pas de... Parce que curieusement, il n'y a pas de jugement dans une écriture pareille. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas le point de vue de l'auteur, je ne sais pas comment dire, qui vous guide. Donc c'était étonnant, voilà. Mais je ne savais pas à l'époque que j'allais faire du théâtre. Voilà, j'ai fait prof de maths. Puis en janvier 84, j'ai quitté l'éducation nationale pour me consacrer entièrement au théâtre parce que vraiment j'étais mordu, puis que j'avais plein de possibilités d'en faire. Et je ne savais pas que 10 ans après faire ce choix aussi de me consacrer entièrement au théâtre, j'allais monter Camus. Je suis content de l'avoir retrouvé avec un texte comme La Chute parce que je l'avais trouvé à l'époque très obscur quand je l'ai lu jeune. Et le fait de l'avoir lu à haute voix, c'est-à-dire tout de suite de le mettre en bouche, lui a donné une évidence. Comment dire? C'est un texte dont on dit souvent, je crois qu'il est presque sans grâce et sans lumière, et curieusement, pour moi, je vous ai dit, c'est la boule à facettes. C'est plein d'éclats lumineux, c'est pas le grand soleil, c'est plein d'éclats qui vous éblouissent, qui vous font mal. Et la grande claque que l'on prend, c'est de se regarder enfin dans un miroir à la fin. C'est pour ça qu'il est catharsis peut-être, je sais pas. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, à travers le livre, vous avez fait un lien par rapport au premier livre qui est donné donc, par le maître. Et ce que je voulais dire, si ça a surpris le public, ces aspects d'obscurité et de lumière, il faut bien se rendre compte quand même qu'on ne voit les étoiles que dans la nuit. Donc, Camus, en réalité, est justement un phare, une étoile, dans des circonstances des fois difficiles. Et là, on peut se dire, voilà, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Alors, vous savez, il y a des gens qui aiment s'écouter, dont on doit certainement en faire un peu partie, mais il y a des gens qui le disent pour que ce soit un appel. Et des fois, c'est le contraire, on a l'appel au secours. C'est-à-dire que en lisant par exemple La Chute, vous pouvez vous rendre compte que, contrairement à ce que pourrait prévoir le titre, et de toute façon, ça s'est vu dès le départ, vous étiez drôle, parce que pour monter La Chute, il faut quand même le faire, comme jeu de mots, et c'est de se dire, bon, bah, si on lit La Chute, comment on peut être bien? Ben justement, en fait, des fois quand on lit une œuvre qui est bien plus lourde que ce qu'on a comme problème, on trouve quand même que nos problèmes sont quand même très légers. Et des fois, quand on lit une comédie, on trouve que nos problèmes sont bien plus graves. Donc des fois, justement, ça peut le faire. Vous avez parlé de l'esprit aristotélicien. Enfin, on a aussi pareil chez Aristophane dans l'Antiquité. Donc Camus est très sensible justement au théâtre aussi antique, alors, plus à Sophocle. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rappelez peut-être que dans l'Antiquité grecque, on utilise souvent la trilogie, la fameuse, en 3 étapes, mais en fait c'est une quadrilogie, enfin une tétralogie, pour être plus sobre, plus grec. C'est que la dernière partie des 4, c'est une comédie. C'est-à-dire qu'en fait, on vous en plein la gueule, en 3, d'accord? Donc là, ils sont comme ça, le public. Et puis après, on dit, bon, on va faire une comédie, on va les remonter, parce que sinon, ils vont en sortir. N'oubliez pas que
à l'époque, les places étaient gratuites. Hein. Donc c'est pas parce qu'ils avaient payé que c'était grave. Mais quelle est l'idée? L'idée, c'est que cette catharsis s'effectue effectivement à travers l'œuvre camusienne. On peut passer de l'absurde. Alors, ce qui est dommage, on peut passer donc de l'absurde à la révolte, à l'amour. Ce qui est dommage, alors que je pense que tous les intervenants l'ont mentionné, on arrive toujours quand même à cet aspect de l'amour. Beaucoup de gens croient que la philosophie camusienne, c'est l'absurde. C'est tout. D'abord, ça serait faire une erreur. C'est la même erreur qu'on commet quand on lit en attendant Godot et on dit que ça appartient au registre de l'absurde. Et ça appartient au registre du type Ionesco. C'est faux, c'est pas ça. Et l'auteur lui-même, le revendiqué par Beckett, était toujours très clair là-dessus. C'est pareil pour Camus. Camus, en fait, ne vise pas à l'absurde. Il démarre avec l'absurde. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Donc, en fait, on pourrait dire, un peu, puisque vous avez été aussi prof de maths, c'est le principe aussi du raisonnement par l'absurde. On peut prendre une proposition, la considérer comme vraie, en pensant quand même qu'elle ne doit pas être tellement vraie. Après, on fait un enchaînement qui est totalement rigoureux et qui montre finalement qu'elle est absurde. Alors, pour rendre cet aspect-là, et pour conclure enfin cette conférence multiple, je pense qu'une façon de synthétiser le positionnement camusien, c'est pas simplement l'absurde, en fait, c'est, parce que vous savez, absurde, ça vient, en grec, on le dit atopos. Hein, donc c'est pas comme utopie, mais c'est atopie. Et je pense que justement Camus est atopique. Il n'est pas utopique, il est atopique. C'est-à-dire que, comme exactement vous avez dit, vous n'étiez jamais au bon endroit où vous avez déplacé, enfin, apparemment votre patrie c'est Bachelem. Non, mais c'est vrai, il faut le dire quand même, il faut le revendiquer. C'est quand même grâce à la démocratie. Donc, quand on n'a pas d'endroit, on ressemble à tout le monde, mais personne ne nous ressemble. Et en fait, on est étranger. Et souvent, les gens disent, par exemple, un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Mais justement, avec Camus, le problème, c'est qu'il a réussi à être étranger chez nous. Et ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas juste une étrangeté, c'est vraiment une singularité. L'aspect camusien, sa pensée camusienne, elle peut paraître étrange, parce que des fois elle prend le contre-pied. Ce n'est pas un contre-pied artificiel, c'est un contre-pied naturel, parce qu'il reste toujours dans le cadre humain. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune œuvre de Camus écrite, hein, on peut dire, voilà, là il s'est quand même décalé. Non, non, il fait tout de suite, tout le temps, depuis le début, il reste toujours dans un cadre humain, les sociétés changent, évoluent. Il y a des choses que disait Camus par rapport à l'Algérie. Alors, je vous le mentionne parce que vous avez dit que vous avez évité la guerre. Camus, par rapport au problème de la guerre, au problème de la résistance, au problème du sacrifice, on trouvait que c'était jamais bien ce qu'il disait. Maintenant, on trouve que c'est quand même très bien. Maintenant, on trouve, vous allez presque l'accuser parce que, en fait, son centenaire, enfin, retenez quand même que c'est vrai que c'est consensuel de faire ça. Si ça nous a permis de retrouver, parce que c'était le centenaire, c'est pas si mal que ça, on ne le fera pas pour le bicentenaire, donc vous inquiétez pas. Et, enfin, nous, quoi, je veux dire, enfin, vous non plus, vous inquiétez pas non plus. Mais l'idée, c'est de dire que des fois, les choses consensuelles ne sont pas forcément dépourvues d'intérêt si vous arrivez à comprendre qu'elles ont un sens. Le problème du consensuel pour moi, c'est quand il est dépourvu de sens et quand, comme dirait Chomsky, c'est un consensus manufacturé. Mais là, ce n'est pas un consensus manufacturé, son centenaire. Qu'on le veuille ou pas, il est né à cette date. Bon, donc on ne va pas décaler la date juste pour se dire, tiens, on va fêter son anniversaire sur les années qui sont des nombres premiers. Hein, oui, ce serait quand même plus rigolo. Bon. Donc, on prend le centenaire, on prend comme il est. Moi, ce que je regrette, pour revenir au centenaire, et donc je voudrais rendre hommage aussi à l'espace 44, et aussi au monsieur qui a plein de cheveux, c'est que c'est dommage de passer toute l'année du centenaire et de se rendre compte vers la fin que c'est quand même l'année Camus. Vous voyez? Donc en fait,
Vous voyez, ça, on aurait pu commencer depuis le début, et je dis heureusement quand même qu'il y a ce type de festival, parce qu'en fin de compte, à force de vouloir ne plus être consensuel, on va peut-être le finir par l'année. Alors moi j'adore, il y a quand même des gens dans le cadre du théâtre consensuel et classique qui vont monter des représentations de Camus en 14. Hein. Donc oui, bon, donc ça sera l'année 101. Voilà. Donc c'est bien, mais je trouve que pour rendre hommage à un individu de ce genre, qui a été accusé, on n'a pas parlé de tout, on a fait des choix, parce que c'était aussi le positionnement des acteurs, au niveau de leur choix. On n'a pas parlé aussi de son positionnement par rapport au régime communiste, qui est quand même tout un autre problème, de son rejet hein, par l'intelligentsia de l'époque, ce qui est quand même pas très facile à vivre, hein, parce qu'il faut imaginer que chez les Français, intellectuel, ça veut dire engagé. Eh bien, ce que je disais donc à un moment, il y en a quand même qui étaient engagés du mauvais côté. Mais c'était quand même des intellectuels. Et vous voyez donc en fait, intellectuel ne signifie pas forcément un positionnement moral. Donc on peut être un engagement. Moi, ce que je trouve magnifique chez Camus, c'est sa capacité à s'engager et, encore plus beau, sa capacité à se désengager. Quand à un moment ça dépasse les limites. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui en fait ils se disent on a démarré la partie comme ça, on va la continuer jusqu'au bout. Il y en a qui se disent non, il faut arrêter. Parce que ça, ces règles ne sont plus humaines. On passe maintenant à un registre qui devient de la barbarie pure, et donc il n'y a pas de raison, alors qu'il y a quand même des gens intellectuels qui ont poursuivi ça jusqu'au bout. Donc, ce qui est beau chez Camus, c'est qu'il n'est pas jusqu'au boutiste, dans le sens du fanatisme, du dogmatisme. Il est capable d'avoir un positionnement, je ne dirais pas donc pragmatique, il est dans le cadre de la réalité, mais il est capable de vouloir le changement de la réalité. Et ce changement s'effectue. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez maintenant du Camus, et ne faites pas l'erreur de le faire lire à des gens trop jeunes, parce qu'ils vont trouver que, on est d'accord. En fait, c'est qu'ils ne savent plus que quand ça a été écrit, ils étaient trois pelés, un tondu qui étaient d'accord avec lui. Alors que maintenant, évidemment, on trouve ça, c'est, vous l'avez très bien dit, un intellectuel que tout le monde admire. Voilà. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui dise du mal de Camus maintenant. Voilà. Alors, en fait, à une époque, c'était très difficile d'en trouver. Donc, c'est quand même bien qu'à un moment, alors Camus n'a pas changé, son œuvre n'a pas changé, mais d'un seul coup, on est capable, nous, de vous dire du bien de lui, alors qu'en fait, on aurait fait ça il y a 50 ans, on aurait fait, peut-être vous, on aurait trouvé autant de personnes à dire du mal de lui sur n'importe quel point. Donc, ce qui est formidable, je pense, pour l'esprit français, parce qu'il y a quand même vraiment cet esprit français, pas seulement méditerranéen, il adorait les philosophes, hein, donc des Lumières, le siècle des Lumières, c'était quand même pour rien. Je pense que c'était pas simplement un premier homme, c'était un précurseur, mais en réalité qui n'a pas eu de successeur. Vous allez me dire, comment on peut être précurseur sans avoir de successeur? C'est très simple, c'est on démarre avec l'absurde. Ouais. Donc ça se passe comme ça. Donc ce qui est important pour nous, c'est que maintenant, on arrive avec le temps, et je suis d'accord avec votre positionnement, c'est bien de lire des critiques sur Camus, c'est bien d'écouter des gens sur Camus, bon, c'est bien de lire Camus aussi. Voilà. Donc je pense que l'ensemble des intervenants veulent rendre vivant quelque chose qui est vivant, alors qu'il est mort. Et des fois, il y a des gens qui sont dans l'art de la critique et qui tuent quelque chose qui est vivant, à force de vouloir l'expliquer. Donc on ne va pas en expliquer plus. On voulait simplement vous remercier d'être là, d'avoir assisté à cette conférence non briefée. On peut le dire maintenant. Donc, on a décidé de façon dogmatique, fanatique, au départ, de chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, j'ai eu l'impression que chacun a fait vraiment ce qu'il voulait. Et finalement, c'était quand même assez convergent et pas divergent. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous dans ce cadre-là, chaleureux, petit, pour parler d'un grand homme. Encore merci.